conservateurs auraient aimé travailler au Parlement aujourd'hui pour contrer l'inflation immobilière qui a doublé le coût de logement depuis 9 ans des libéraux ou l'inflation alimentaire. Les Canadiens en ont assez aussi des slogans des conservateurs, Monsieur le Président, et les Canadiens en ont assez aussi de l'obstruction des conservateurs. L'un des nombreux échanges partisans la semaine dernière sur la paralysie du gouvernement. La Chambre a siégé 19 jours depuis la reprise des travaux en septembre. Il y a eu 3 journées d'opposition. Les travaux sont paralysés depuis 9 jours. C'est donc dire que le gouvernement a eu le contrôle de son agenda politique pendant 7 jours. C'est un petit peu plus du tiers des travaux. Combien de temps ça peut durer? Alex, Chantal, Michel, bonjour. 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 C'est vrai que ça avance pas vite. Puis là, évidemment, le gouvernement ne peut pas faire grand-chose là, depuis presque 2 semaines en Chambre. Combien de temps ça peut durer, Alex, cette situation-là? Pour être honnête, je ne le sais pas. Généralement, quand les partis d'opposition utilisent des tactiques dilatoires pour paralyser le Parlement, c'est pour attirer l'attention du public sur un sujet bien précis. Et on pense que ce sujet bien précis va nous permettre de marquer l'imaginaire, de marquer les points, d'avancer des arguments qui vont nous être utiles plus tard. Je me souviens à l'époque, lorsqu'il y avait le scandale des commandites, c'était assez courant qu'il y avait des motions, des procédures, on paralysait des comités ou la Chambre des communes parce qu'on voulait vraiment parler de ce sujet-là, puis le gouvernement de Paul Martin était empêtré dans tout ça. Là, les conservateurs, depuis des jours et des jours, paralysent le Parlement pour une question qui est assez procédurale sur un fond vert un peu obscur dont personne ne se préoccupe vraiment. Faut-il avoir les documents au Parlement ou est-ce que c'est la GRC qui devrait s'en occuper? C'est là où je comprends moins bien la stratégie conservatrice. Paralyser le Parlement pour faire un coup d'éclat, oui. Est-ce qu'on le paralyse sur quelque chose qui n'émeut pas la population? On empêche donc le Parlement de fonctionner pour quelque chose dont les gens ne se préoccupent pas. J'avoue que c'est là que j'ai des questions sur la stratégie conservatrice. Est-ce qu'ils vont s'en rendre compte? Est-ce qu'on va trouver une manière de les contourner? Est-ce qu'ils vont simplement arrêter au retour de la pause de l'Action de grâce? Je ne le sais pas, mais j'avoue que j'ai de la difficulté à suivre le raisonnement conservateur présentement. Alors, Michel, dans le fond, est-ce qu'il y a un danger que ça se retourne contre les conservateurs, ça? Oui, bien sûr, il y a un danger que ça se retourne contre eux. On a beau avoir un Parlement minoritaire, les gens s'attendent à ce qu'il fonctionne. Et là, actuellement, il est clair que c'est les conservateurs qui essaient de ne pas le faire fonctionner. Alors, c'est sûr que ça peut se retourner contre eux. Mais il est clair aussi que les conservateurs, ayant l'avance qu'ils ont dans les sondages, n'ont pas peur qu'à un moment donné, on se retrouve, et un accident est si vite arrivé dans un Parlement minoritaire qu'on se retrouve en campagne électorale. Alors ça fait partie de l'équation qu'il ne faut pas enlever. C'est que si jamais on se retrouvait en période électorale sous peu, il serait difficile de penser que les conservateurs auraient une énorme baisse dans les sondages, soudain une énorme baisse dans les sondages. Ben, c'est clair que ça fonctionne à leur avantage, Chantal. Bon, ce qui est singulier, c'est que quelque part, les conservateurs jouent de l'horloge pour retarder un vote sur leur propre motion qui obtiendrait l'appui des autres partis d'opposition et qui passerait. Donc, en gros, on veut paralyser le Parlement pour le paralyser. Cela dit, la Chambre des communes, pour être précis. Mais cela dit, les libéraux ne sont pas nécessairement si mécontents de cette paralysie que ça. Pourquoi? Parce que chaque journée où Pierre Poilievre parle de ce sujet qui n'est pas en train d'accrocher les esprits d'un océan à l'autre, c'est une journée où il ne parle pas du coût de la vie, où il ne parle pas du logement, où il ne parle pas des sujets qui ont été porteurs pour lui depuis qu'il est devenu chef du parti. Alors, l'idée que ça déplaît souverainement aux libéraux, évidemment, c'est leur discours officiel, mais dans les faits, pas convaincu que les libéraux se réveillent la nuit en se disant comment est-ce qu'on va mettre fin à ça. Et ça vaut pour le NPD, dans le cas du NPD, chaque journée où il ne peut pas y avoir un vote de confiance est une bonne journée, pas de jock meeting. Puis ça donne peut-être un petit peu plus de marge de manœuvre au Bloc québécois, dans le sens où on l'a vu cette semaine, et François Blanchet dit, bien, si vous voulez que j'aide les libéraux ou s'ils veulent que je les aide à sortir de là, et c'est pas clair qu'ils veulent ça, il faut qu'ils me donnent les projets de loi que j'ai réclamés d'ici le 29 octobre. Bon. Michel, ça veut dire que pendant ce temps-là, il avance pas, le gouvernement ne fait pas grand-chose. Il n'y a pas de projets de loi qui sont passés à l'étude. On avait Karina Gould un peu plus tôt à l'émission qui nous a donné une liste de trucs qu'elle aurait bien voulu, dont elle aurait voulu débattre. C'est sur le rond en arrière, comme on dit. Est-ce que le gouvernement... et je repose la question originale, ça peut durer combien de temps, ça? Ça peut durer assez longtemps. Vous savez, à un moment donné, quand on joue l'horloge, c'est parce qu'on sait aussi qu'il y a une date de fermeture. On est au mois d'octobre, il va y avoir un alourdement
à un moment donné, comme il y en a toujours un durant l'automne, et il va en avoir un avant les fêtes. Alors, à un moment donné, ça va finir. Mais la question n'est pas là. La question, c'est qui va avoir l'impression d'avoir gagné quelque chose de ces délais-là? Est-ce que c'est M. Poilievre ou si c'est le gouvernement? Et ça, Chantal le dit, mais tout le monde peut gagner un petit quelque chose là-dedans, y compris M. Blanchet qui joue l'adulte dans la pièce et qui joue très bien sa partition ces temps-ci. Alors, c'est une situation en flux et il faudra voir sur quoi ça achoppe, sur quoi on arrêterait ou sur quoi on se mettrait d'accord pour reprendre les travaux parlementaires. Oui, c'est ça. Parce que là, évidemment, il y en a des solutions, mais elles ne sont pas toutes simples. Là. On pourrait proroger, ce n'est pas l'idéal, Alec. On pourrait imposer le baillon, mais là, ça prend un ami au gouvernement. Quelle est la solution qui risque d'être utilisée, d'après vous? Je ne le sais pas, pour être bien honnête avec vous. Chantal disait, effectivement, Yves-François Blanchet dit un baillon, ça se monnaie. Le problème, c'est qu'en gouvernement minoritaire, tout se monnaie. Donc, là, Et la barre, M. Blanchette, il l'a mis très haute aussi. Hein? On connaît ses demandes, puis c'est ça. Il n'a pas l'air à vouloir bouger beaucoup, là. Oui, un baillon qui vaut 3,5 milliards de dollars par année, c'est quand même assez dispendieux, là. Fait que, oui, on monnaie tout en gouvernement minoritaire. D'ailleurs, ça m'agace un peu, je vous avoue, là. C'est-à-dire que, oui, on est un gouvernement minoritaire. Je comprends que tout le monde veut tirer la couverture de son côté, mais à un moment donné, il faut aussi que la Chambre des communes fonctionne, là, qu'on débatte de projets de loi importants pour les gens, qu'on ne soit pas toujours en train d'essayer de tout monnayer à la moindre occasion. Des grands principes, oui, mais en tout cas, ça sera peut-être une discussion pour une autre fois. Mais je ne sais pas combien de temps ça peut durer, puis je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait y mettre fin. Je pense que ce sera les conservateurs, probablement, qui vont y mettre fin, à moins d'une prorogation, là, ce qui serait l'arme ultime. Mais il y a des conséquences, vous le disiez, ça prend un retour en Chambre avec un vote de confiance sur un discours du trône, donc c'est compliqué. Mais je pense que les conservateurs, à un moment donné, vont arrêter. Qu'est-ce qui va les faire arrêter? Est-ce qu'ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas de traction dans la population? Parce que, soyons honnêtes, là, à l'extérieur de la bulle parlementaire d'Ottawa, personne n'en discute de ça, là. Mais personne, c'est pas quelque chose qui retient l'attention. Est-ce que les conservateurs vont s'en rendre compte, passer à autre chose en proclamant un gain sur quelque chose? Je ne le sais pas, mais en attendant, c'est pas très édifiant. Chantal? Oui, mais même dans ces points de presse, selon mes chiffres, Pierre Poilievre a eu 2 points de presse cette semaine. Et les 2 fois, ce n'étaient pas des points de presse sur ce qui se passe à l'intérieur du Parlement puis sur les revendications des conservateurs. Le scénario, effectivement, le plus probable, ce serait qu'à un moment donné, les conservateurs disent « on a dit tout ce qu'on a à dire ». C'est ça la fin du débat. Le problème pour le gouvernement et une décision stratégique pour les conservateurs, c'est qu'après ça, ils ont un autre point de privilège dont ils pourraient se servir. Sauf qu'à un moment donné, ce deuxième point de privilège qui touche aux transactions ou pas du ministre Albertin Randy-Boissonneau, ça ne capturera pas non plus l'imagination des foules. On n'en discutera pas autour des machines à café en Ontario, au Québec ou ailleurs. Et les conservateurs n'ont pas vraiment besoin de compter plus de points en Alberta qu'ils en ont déjà en banque. Alors, la décision revient à M. Poilievre. Cela dit, pendant ce temps-là, il y a encore 3 journées conservatrices d'opposition qui vont finir par être mises à l'horaire. Alors, il pourrait revenir à son scénario de motion de non-confiance, puis on verra si le Parlement n'est pas prorogé. Mais le Parlement fait relâche cette semaine pour l'Action de grâce, une semaine. Le premier ministre pourrait décider de proroger jusqu'en février. Mais il y a une autre relâche autour du 11 novembre qui pourrait probablement être plus propice, c'est-à-dire que ça aurait moins l'air de fermer le Parlement pour ne pas être pris avec l'opposition. Moi, je doute que le gouvernement soit en danger de tomber entre maintenant et le 11 novembre. Non. On va suivre ça, en tout cas, on verra. Là, on est rendu à 9 jours. Des fois, les pauses, ça aide à calmer les esprits un peu. Une petite semaine de vacances en circonscription, ben, c'est pas des vacances, mais une semaine en circonscription, ça va peut-être ramener un peu de calme dans tout ça. Je vous amène ailleurs, on passe à Québec. Là, le vendredi, annonce de la ministre Guilbeault. Là, on appelle ça maintenant le lien interrive. C'est plus le 3e lien. Michel, est-ce que ça change quelque chose? On change le nom, on change la forme un peu, on change là où ça devait se trouver. C'est encore un lien entre les 2 rives. Est-ce que ça vous a... Est-ce que ça a le potentiel de changer la perception du projet, d'après vous?
D'abord, je vais vous dire, ça va continuer à s'appeler le troisième lien. Là. Le lien Inter-Rive, c'est fini ce soir, ça. Non, ça ne changera pas la perspective parce qu'on a réussi à mécontenter un peu tout le monde là-dedans. Les gens qui étaient très en faveur du troisième lien disent, ben là, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ça qu'on a demandé, c'est pas ça qu'on voulait. Et les gens qui étaient contre disent, ben là, on recommence et on recommence à zéro. Avant, au moins, il y avait un corridor, celui du Vieux-Port de Québec via l'île d'Orléans. Maintenant, il y a tous les corridors possibles. Avant, c'était nécessairement un pont. Là, ça peut être aussi un tunnel. Continuez, là. Bref, tout est sur la table et on verra quels seront les choix du gouvernement. Mais le gouvernement n'annonce pas ses choix et annonce un projet qui va être signé après les prochaines élections. Alors, après les prochaines élections, aussi bien dire aux colonnes grecques, là, parce que tout va être recommencé bien possiblement après les élections. Chantal? Et on présume que le gouvernement, au terme du processus lancé aujourd'hui, aurait un vaste choix. Parce que ce qu'on a fait la semaine dernière, c'était appel internationaux d'intérêt. Quelqu'un qui est une entreprise qui a les reins assez solides pour présenter une proposition de ce genre-là va certainement vouloir regarder le contexte dans lequel il se mettrait à investir de l'énergie pour la faire. Le contexte, c'est quoi? Un historique de changement d'idée, de changement de cap à 180 degrés. Un contexte politique où la ministre le dit 3 fois plutôt qu'une, il y a un seul parti à Québec qui est en faveur du projet. Bien, ça tombe mal parce que si ce parti-là perd les prochaines élections et dans le moment, il n'est pas en avance dans les sondages, ça veut dire que la présentation d'un projet risque fort d'aller nulle part. Et en plus, l'échéance survient après la prochaine campagne électorale. Alors, si vous êtes à l'extérieur, vous regardez tout ça et vous vous dites, est-ce que je devrais prendre au sérieux l'appel de ce gouvernement ou si je devrais aller mettre mon énergie à présenter des projets ailleurs, probablement que le projet ou l'appel québécois ne sera pas celui qui va sonner le plus fort. Il n'est peut-être pas sur le dessus de la pile. Mais le gouvernement dit, on a sondé le terrain, puis il y a des gens qui sont intéressés. Alec, en même temps, la semaine dernière, ils ont aussi parlé de financement pour le tramway. C'est comme si on essayait d'en donner un petit peu à tout le monde, hein? Alors, clairement, c'était ça la stratégie, là, c'est-à-dire d'annoncer quelque chose sur le tramway et d'annoncer quelque chose sur le troisième lien ensuite. Donc, les partisans du tramway ont eu ce qu'ils voulaient cette semaine, le début d'une conception par la Caisse de dépôt à qui on confie le projet. Les partisans du troisième lien ont eu donc un premier mouvement aussi, appel international de proposition. Donc, oui, il y en a pour tout le monde, puis la stratégie, elle était délibérée. Juste avant aussi un long week-end, comme ça, les partis d'opposition, on ne peut pas poser trop de questions sur le troisième lien puis la nouvelle mouture. Donc, non, la stratégie de communication de Geneviève Guilbeault cette semaine, elle était à point. Je vais juste faire un peu de terrain, un peu de pouce là, sur ce que vient de dire Chantal. Il est possible que personne ne soit intéressé par ce projet-là. Ça, on ne l'a pas évoqué vendredi avec Geneviève Guilbeault, vraiment. Elle dit j'ai des échos que ça pourrait être intéressant, puis c'est un gros projet, puis ça va être en mode collaboratif. Première fois qu'au Québec, on fait ça. C'est vrai que ça, il y a un intérêt pour ce nouveau mode de collaboration-là plutôt qu'un appel d'offres strict, mais il est possible que personne ne veuille y être sur les rangs. Comme il n'y a eu qu'un seul soumissionnaire pour la ligne bleue de Montréal du métro, c'est des très gros projets, peu d'entreprises peuvent les réaliser, puis tout le monde est au courant à quoi ressemble le contexte politique du troisième lien. Si dans un mois, on ouvre les enveloppes puis qu'elles sont vides, j'ai hâte de voir ce que le gouvernement va faire. Oui. Bon, je ne sais pas si on ouvre des enveloppes ou s'il n'y a pas d'enveloppe. C'est une façon de parler. C'est une figure de style, Daniel. Non, c'est bon. Je vous suis. D'une façon ou d'une autre, le résultat est le même. C'est pas très religieux. Oui. Est-ce que c'est dangereux pour M. Legault qui, on dirait qu'à chaque fois qu'il avance un peu là-dessus, ça lui donne rien. Il n'y a pas une traction supplémentaire. Ça n'a pas monté dans les sondages. Est-ce qu'il est en territoire miné et il ne sait pas où il s'en va? Écoutez, c'est sûr qu'il n'y a rien de bon pour le gouvernement là-dedans. Ils ont changé d'idée trop souvent. Et à un moment donné, les gens ne les croient plus et ne les suivent plus. C'est ça qui est le problème. Et les gens de Québec croiront ça quand ils verront quelqu'un qui est soit en train de construire un pont, soit en train de creuser un tunnel, mais qu'il se passe quelque chose. Or là, actuellement, on ne va pas signer le contrat avant la prochaine élection. On va le signer plus tard. Alors, les gens sont tannés d'entendre parler du troisième lien, même ceux qui sont très, très favorables. À un moment donné,
C'est un dîner de con, cette affaire-là. On se fait amener en bateau à chaque fois. Alors, moi, je pense pas qu'il y a beaucoup de choses pour M. Legault là-dedans. Mais écoutez, M. Legault il est à 15 dans les intentions de vote dans la région de Québec, alors qu'il a un gros noyau de députés. Peut-être que c'est son caucus qui dit « Hey, il faut faire quelque chose là-dessus ». Mais je suis pas sûr que dans la population, ça va donner beaucoup de résultats. OK, un mot rapide de Chantal puis Alec ensuite. Est-ce que c'est un gros risque pour M. Legault, ça? Dans la mesure où les gens ne prennent plus au sérieux, le risque est sans doute moindre, mais l'idée que la question de l'urne, à cause de l'échéancier qu'on a mis en place, ça va être le troisième lien, et c'est pas l'idée du siècle. Peut-être que ça aide un peu, puis encore à Québec, mais partout ailleurs, dans le contexte fiscal, qui ne va pas s'améliorer d'ici à la prochaine campagne de façon significative. Ça fait beaucoup d'explications à donner pour justifier cette idée-là. Oui, Alec? Moi, je vais vous résumer ça assez simplement. Je pense qu'il n'y a plus rien à perdre et plus rien à gagner dans ce dossier-là. Les gens se sont fait une tête. On a trouvé que le gouvernement Legault a été girouette. Il y en a qui aiment le projet, il y en a qui ne l'aiment pas. Ceux qui l'aiment sont sceptiques, ceux qui ne l'aiment pas l'aiment toujours pas. Alors honnêtement, est-ce qu'on peut gagner des points? Non. Est-ce qu'on peut en perdre? Je pense que ce qui avait à être perdu est perdu. Donc, pour moi, politiquement, là, même si la ministre répète 3 fois plutôt qu'une que c'est le seul parti qui promet le troisième lien, je ne pense pas que ça va avoir un très gros impact sur la dynamique politique. Bon, on surveillera d'ici la prochaine élection, quand on ouvrira les enveloppes, Alec, puis qu'on regardera s'il y a des... Si elles sont vides. Si elles sont vides. Alec, Chantal, Michel, merci. Bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir.